Camille Lambert et j'ai 26 ans. Il était 2 heures du matin un jeudi lorsque la douleur m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Toute la soirée, je m'étais sentie étrange, une gêne sourde dans le bas-ventre à droite que j'avais mise sur le compte des ballonnements ou d'un repas mal digéré. Mais à 2 heures du matin, cette gêne sourde s'est transformée en une douleur du genre qui vous fait ramper par terre. Je ne pouvais plus me tenir debout. Je ne parvenais plus à respirer normalement. J'étais trempée de sueur, secouée de tremblements, agrippée au bord de mon lavabo, fixant mon propre reflet comme si je regardais quelqu'un d'autre s'effondrer. Je savais que quelque chose de terrible se passait. J'ai attrapé mon téléphone et appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien. J'ai essayé mon père, directement la messagerie vocale. J'ai continué à composer leur numéro en alternance, les mains si tremblantes que je pouvais à peine toucher l'écran. Au 17e appel, j'étais étendue sur le carrelage de ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, écoutant ce même message d'accueil que je connaissais depuis toujours. Vous êtes bien sur le répondeur de Marc Lambert, laissez un message. J'en ai laissé 3. Chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, je pleurais si fort que je ne suis même pas certaine que mes mots aient été compréhensibles. J'ai dit « Papa, je crois que je vais mourir. Viens s'il te plaît. » Personne n'est venu. Ce qui s'est passé ensuite, je ne le sais que parce que les secouristes me l'ont raconté après coup. Ma voisine, Madame Rousseau, une femme à la retraite d'une 60aine d'années qui connaissait à peine mon prénom, m'a entendue à travers la cloison fine de l'appartement. Elle m'a entendue m'effondrer. Elle a appelé les urgences. Quand l'ambulance est arrivée, j'étais à peine consciente. Les ambulanciers ont dit que mon appendice avait éclaté. Ils ont précisé que 30 minutes de plus sur ce sol de cuisine et l'issue aurait été bien différente. Ils n'ont pas prononcé le mot mort directement, mais j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. J'ai été conduite en urgence au bloc opératoire. Sur la table, mon cœur s'est arrêté. J'étais partie. L'équipe chirurgicale m'a ramenée, mais pendant un bref instant, je n'étais plus là. Je n'ai vu aucune lumière blanche, entendu aucune voix. Je me souviens seulement d'un silence total et absolu. Et puis, soudain, le bruit est revenu. Des machines qui bipaient, quelqu'un qui prononçait mon nom, et une douleur insupportable dans la poitrine à cause des compressions. Quand je me suis enfin réveillée en salle de réveil, groggy et confuse, une infirmière était assise à mes côtés. Je lui ai demandé si mes parents étaient venus. Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas exactement de la pitié, mais presque. Elle m'a dit que mes contacts d'urgence avaient été prévenus et que quelqu'un s'était effectivement présenté à l'hôpital. Mais avant qu'elle ne puisse terminer son explication, le chirurgien est entré. C'était un homme calme, le docteur Fontaine, le regard fatigué, mais la voix posée. Il a approché une chaise de mon lit et s'est assis, ce qui m'a immédiatement fait comprendre que ce ne serait pas une simple visite de routine. Il a dit « Camille, vous avez traversé une nuit très grave. Nous avons failli vous perdre. » J'ai hoché la tête. Ça, je le savais déjà. Puis il a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Il a dit « Une femme prétendant être votre mère est venue à l'hôpital cette nuit.
Elle a essayé de vous faire sortir plus tôt que prévu. Je l'ai fixé, persuadée d'avoir mal entendu. Sortir plus tôt? Je venais de faire un arrêt cardiaque sur une table d'opération. Il a soutenu mon regard et continué. On lui a dit que ce n'était pas possible étant donné votre état. Elle est devenue conflictuelle avec le personnel. J'ai senti la pièce basculer légèrement. Il a marqué une pause, jeté un coup d'œil vers la porte et ajouté « Mais l'homme qui a réglé votre facture a… » Avant qu'il ne finisse sa phrase, la porte de ma chambre s'est ouverte. Dans l'embrasure se tenait un homme que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Il devait avoir une 50aine d'années passées, les épaules larges, vêtu d'une veste grise toute simple et d'un pantalon sombre. Il avait un regard bienveillant, le genre de regard qui porte un poids sans être écrasant, si tant est que cela ait un sens. Il n'avait rien d'ostentatoire, il ne semblait ni riche ni important au premier coup d'œil. Il ressemblait à un père tranquille et fiable, le genre qu'on croise sans le remarquer. Il est entré lentement, presque avec hésitation, comme s'il n'était pas certain d'avoir le droit d'être là. Le docteur Fontaine s'est levé, lui a adressé un signe de tête respectueux, puis a quitté la pièce, nous laissant seuls tous les deux. J'ai remonté ma couverture d'hôpital légèrement, plus par réflexe qu'autre chose, et je lui ai demandé qui il était. Il s'est assis sur la chaise que le docteur venait de libérer et a joint les mains. Il m'a dit s'appeler Julien Faucon. Il m'a expliqué qu'il se trouvait à l'hôpital cette nuit-là pour rendre visite à son propre frère, à un autre étage, quand il a entendu l'agitation à l'accueil. Il a raconté qu'une femme, ma mère, exigeait bruyamment que le personnel me libère parce que, et je le cite mot pour mot, la baby shower de sa fille cadette avait lieu le lendemain matin et que toute la famille devait être présente. Julien m'a dit que les infirmières avaient refusé, expliquant que j'étais en soins post-opératoires critiques et qu'une sortie prématurée pourrait me coûter la vie. Il a dit que la réaction de ma mère avait été de demander s'il existait des papiers à signer pour passer outre la décision médicale. Il a observé toute la scène à 6 mètres de distance, un parfait inconnu, et il a dit qu'un déclic s'était produit en lui qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il a discrètement demandé à une infirmière ce qui se passait avec la patiente en question. Elle ne pouvait rien partager de confidentiel, mais Julien en avait vu assez. Il a vu qu'aucun membre de la famille n'était venu s'asseoir à mon chevet. Il a vu ma mère quitter le bâtiment. Il s'est rendu au service de facturation pour se renseigner sur ma situation. Quand il a appris que je n'avais personne présent et que ma couverture d'assurance présentait une lacune qui allait entraîner un blocage administratif immédiat de mes soins, il a payé. Tout simplement, un inconnu avait réglé ma facture d'hôpital pour que le personnel puisse continuer à me soigner sans interruption administrative. Je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais littéralement aucun mot. On venait de m'annoncer que ma mère avait tenté de me sortir de mon lit d'hôpital, la nuit même où mon cœur s'était arrêté, pour pouvoir être reposée pour une baby shower. Et maintenant, un homme dont j'ignorais le nom de famille 5 minutes plus tôt était assis à côté de moi, m'expliquant qu'il avait discrètement fait en sorte que je reste en vie. J'ai commencé à pleurer, pas doucement, mais de ces sanglots laids et brisés qui viennent d'un endroit profond qu'on garde habituellement verrouillé.
Julien n'a pas essayé de m'arrêter ni de dire que tout allait bien. Il est simplement resté assis là, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire. Plus tard dans la journée, mes parents sont arrivés. Ma mère est entrée la première et ses premiers mots ont été qu'elle n'avait pas entendu son téléphone parce qu'il était en mode silencieux. 17 appels. Elle a dit qu'elle ne les avait pas entendus. Elle a ensuite regardé autour d'elle et demandé pourquoi il y avait un bouquet de fleurs sur le rebord de la fenêtre. Julien l'avait laissé avant de remonter voir son frère. Je lui ai dit qu'un inconnu l'avait acheté. Elle a répondu que c'était étrange. Elle ne s'est jamais demandé pourquoi un inconnu était impliqué dans tout cela. Mon père est resté debout près de la porte pendant toute la visite, les bras croisés, hochant la tête à ce que disait ma mère, sans jamais s'asseoir à mes côtés. Ils sont restés 40 minutes et sont partis parce que, comme l'a dit ma mère, il restait encore du rangement à faire après la baby shower. Elle a ajouté que ma sœur avait passé une matinée magnifique et que j'aurais adoré ça. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital après leur départ et j'ai pris une décision, si calmement et si clairement que cela m'a presque surprise moi-même. J'ai décidé que j'en avais fini de réorganiser ma valeur pour qu'elle rentre dans des espaces qui n'avaient jamais été conçus pour moi. Julien m'a rendu visite 2 fois de plus avant ma sortie de l'hôpital. Lors de sa dernière visite, il a amené son épouse, une femme chaleureuse prénommée Nathalie, qui m'a pris la main et m'a dit « Tu as des gens qui t'aiment, ma belle. Tu ne les as simplement pas tous rencontrés encore. » Je repense à cette phrase chaque jour. J'ai appris plus tard par les infirmières que Julien avait aussi officiellement signalé la tentative de sortie anticipée de ma mère au service de médiation des patientes de l'hôpital. Il ne me l'avait pas dit lui-même. Ce n'était pas le genre d'homme qui avait besoin d'être remercié pour avoir fait ce qui était juste. L'hôpital a tout consigné par écrit. Ainsi, si quelque chose avait mal tourné cette nuit-là à cause d'une interférence extérieure, il en resterait une trace. Je suis complètement rétablie aujourd'hui. Ma relation avec mes parents est quelque chose que je continue de démêler. Mais le brouillard s'est dissipé sur qui ils ont toujours été face à qui j'avais besoin qu'ils soient. Ce sont 2 choses très différentes et pendant longtemps, je les ai confondues. Julien et Nathalie sont devenus des personnes que je considère véritablement comme ma famille, une vraie famille, celle définie par les actes et la présence, non par le sang et l'obligation. Si cette histoire vous est parvenue aujourd'hui, je veux que vous sachiez une chose. Les personnes qui sont là pour vous dans vos moments les plus sombres, même des inconnus, même discrètement, même sans qu'on le leur demande, ce sont elles qui vous montrent à quoi ressemble réellement l'amour. Et parfois, frôler la mort est la seule chose qui puisse enfin vous révéler entre quelles mains vous n'aviez, en réalité, jamais été tenu.